À la question « Peut-on parler d'éthique aujourd'hui ?» Naturellement, c'est une question pertinente, d'actualité, où chacun de nous a, on va dire, sa propre réponse. Parler d'éthique, c'est parler de comportement, de posture, mais aussi de la peur du jugement des autres, parce qu'on essaie de plaire aux autres. L'éthique, c'est une règle de vie commune à toute société. On va dire chaque société a ses règles, a ses propres règles, en fonction de son histoire, en fonction aussi de ses traditions. L'éthique se référencie à tout ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Donc, a forcément une idée du bien et du mal, du permissible au défendu, en se posant toujours la question, qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal? Question très philosophique, où chacun de nous a sa réponse, et surtout aussi qu'on vit dans une société très matérialiste aux multiples intérêts privés. En gros, pour mieux comprendre cette approche de l'éthique, il faut tout simplement se poser la question sur quoi pourrait-on nous juger d'immoral par rapport à un comportement, nos pensées, nos désirs, nos fantasmes, on va dire, notre trait de caractère, etc. Et surtout aussi, est-ce qu'il y a une introspection qui se fait en se posant la question, ce que l'on fait, est-ce que c'est bien vis-à-vis des autres? Et surtout aussi, est-ce que c'est bien vis-à-vis de nous-mêmes? C'est par rapport d'ailleurs à toutes ces approches-là que un philosophe, Jean-Jacques Nillet, disait simplement que l'éthique est une réflexion qui vise à déterminer le bien agir en tenant compte des contraintes relatives à des situations données. Donc nous pouvons dire que l'éthique est une forme de recherche individuelle et collective qui désigne tout simplement un questionnement sous l'angle des valeurs, et cette éthique cherche forcément à dépasser une logique purement technique. Donc en gros, l'éthique est une réflexion, un questionnement sous l'angle des valeurs en vue d'avoir la meilleure posture ou le meilleur positionnement sous l'angle bien sûr des valeurs par rapport un petit peu à ce qui peut être notre façon de faire les choses, de fonctionner vis-à-vis du monde dans une logique purement d'aide et d'assistance en fonction des besoins de l'usager ou de la personne qu'on accompagne. Pour répondre à cette question, c'est nécessaire de définir déjà ce que c'est que la morale. Nous pouvons dire que la morale se fonde uniquement sur une définition du bien et du mal qui se traduit forcément par des injonctions, des interdits, des prescriptions catégoriques. La morale, elle renvoie à une histoire, des traditions sociales. Elle est aussi, on va dire, un ensemble de règles destinées à assurer la vie en société. Donc si on récapitule, nous pouvons dire que la morale se fonde sur une idée du bien et du mal qui se traduit forcément par des injonctions, des interdits, des prescriptions catégoriques. Elle renvoie à une histoire, une tradition sociale qui forcément se résume à un ensemble de règles destinées à assurer la vie en société. L'éthique est une forme de morale, on peut dire même une métamorale. Pourquoi? Parce qu'elle interroge les jugements qui se rassemblent au sein d'elle. L'éthique se veut aussi être un questionnement ou un ensemble d'interrogations, on va dire, sous l'angle des valeurs. Effectivement, à cette question-là sur l'influence, on va dire, de la réflexion éthique par rapport à la règle de droit, nous pouvons dire simplement que l'articulation du champ de l'éthique avec celui du droit peut se situer à plusieurs niveaux. L'éthique dépasse le droit pour évaluer l'équité. L'éthique aussi aide, on va dire quelque part, à combler les vides juridiques et surtout permet à ce que l'interprétation de la règle de droit puisse évoluer plus rapidement. L'éthique participe, on va dire, à l'évolution du droit, notamment dans le fait que le droit est une règle qui est en situation permanente. Donc cette situation permet de faire évoluer ce qu'on appelle les règles jurisprudentielles, qui est la façon pour les tribunaux d'interpréter la loi et d'aller plus loin que le sens du législateur pour s'adapter
forcément à l'évolution humaine. L'éthique aussi cherche à résoudre d'éventuels conflits internes du droit positif. Et par rapport à ça, on peut penser tout de suite, par exemple, au secret professionnel, au partage d'informations, parce que c'est des notions qui forcément évoluent en fonction de la société, auquel la loi ne répond pas forcément à ce diapason-là. À cette question, naturellement, c'est important d'abord de définir ce que c'est que la déontologie. Alors, la déontologie est un ensemble de règles, comme les règles de droit. C'est une règle d'ailleurs de droit, et sa particularité, c'est que c'est tout simplement une règle de droit appliquée à un corps de métier bien défini. Alors, pour être plus explicite, on peut dire que la déontologie, ce sont des règles spécifiques permettant de réguler ou permettant de régir tout simplement chaque corps de métier en tenant compte de sa particularité, mais aussi de sa spécificité. Parce que souvent, la règle de droit, elle est générale, elle est imparfaite, et donc c'est dans ces généralités qu'on pourra élaborer, qu'on pourra codifier chaque corps de métier en tenant compte de sa spécificité, de sa pénibilité, etc. Donc d'où l'existence un peu de ces règles déontologiques que l'on retrouve dans presque tous les corps de métier. Souvent, dans certains corps de métier spécifiques, il existe souvent un code de déontologie. Pour d'autres, ce sont des règles plus ou moins générales qui pourront régir ces corps en tenant compte de certaines spécificités. Mais sachez simplement que la déontologie ici, ça tourne autour de quelques règles ou quelques sphères auxquelles on juge important de pouvoir codifier. Notamment quand je parle de règles, de sphères, on peut par exemple penser à tout ce qui relève un peu du respect des libertés de la personne humaine. C'est-à-dire parler de non-discrimination, parler de non-jugement, de désintéressement, de consentement libre et éclairé, mais aussi de tout ce qui relève un peu de la distanciation qu'on peut avoir vis-à-vis de la personne qu'on accompagne, donc de l'usager. Créer cet rapport de confiance, par exemple, le respect de la dignité humaine, mais aussi le respect de la vie privée. Alors, on ne peut pas parler de déontologie sans parler forcément d'autres notions qui sont essentielles aussi, la notion de confidentialité qui fait appel donc au secret professionnel, qui parfois est diversement apprécié et diversement défini. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais sachez seulement que, par exemple, cette règle de déontologie, on peut la retrouver dans tous les codes, notamment qui régissent chaque corps de métier, les assistants de services sociaux, les infirmiers, les sages-femmes, les médecins, les avocats, etc. sont tous des professions qui sont soumises au secret professionnel, par exemple, que ce soit par mission, que ce soit en raison de leur fonction, etc. Ou bien, par exemple, les éducateurs qui aussi sont soumis, que ce soit en secret professionnel, en secret missionnel, de manière temporaire ou de manière définitive. Mais tout ça réglementé par des textes qui figurent dans le code pénal, notamment si l'on se réfère par exemple aux dispositions de l'article 226-13 du code pénal, ou bien l'article 434-3 de ce code-là, qui un peu dispose les conditions dans lesquelles on peut sanctionner la violation du secret professionnel. Par exemple, si l'on prend l'exemple de l'article 226-13 qui dispose que la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, peut être puni de 1 500 € d'amende et ça peut aller jusqu'à un an d'emprisonnement, pour donner que cet exemple-là. Et puis aussi, le code pénal aussi prévoit aussi des dispositions dans lesquelles on peut lever ce secret professionnel. C'est-à-dire à quel moment peut-on dire qu'on ne doit pas garder ce secret professionnel, mais on doit le dévoiler parce que c'est nécessaire, parce que c'est une question, on va dire, de vie ou de mort, et c'est aussi une forme d'assister à une personne qui est en danger. Le secret professionnel. Question pertinente auquel on se pose souvent, surtout quand on est travailleur social. Parce que simplement, on se dit, qu'est-ce qu'on a le droit de révéler et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit.
et surtout aussi qu'est-ce qui recouvre ce secret professionnel. Alors, le secret professionnel, on peut dire que c'est l'obligation de taire des informations confidentielles apprises lors de l'exercice d'une profession. Donc, c'est une obligation d'ordre public. Le secret, c'est un savoir caché à autrui. Il se caractérise par deux éléments. C'est un savoir partagé et c'est un savoir aussi protégé. Alors, on se pose forcément la question, à quel moment commence le secret professionnel? Alors, le secret professionnel commence par la communication. C'est-à-dire, celui qui le reçoit ou le découvre en est dépositaire naturellement. D'ailleurs, par rapport à ça, les tribunaux considèrent que l'information devinée ou déduite est un secret que l'on doit garder. Donc cela veut dire que j'étais dans une salle de réunion, je tombe sur un document en faisant une photocopie, et que c'est un document dont je ne suis pas censé savoir, mais le fait simplement d'en déduire quelque chose fait que je suis sous secret professionnel. Alors, le secret, bien sûr, est justifié par le droit à la protection de la vie privée et le devoir de discrétion qui s'impose aux professionnels. C'est pour ça d'ailleurs que tout ça s'articule autour d'un ensemble de principes et d'obligations valables pour tous les professionnels. Pourquoi? Parce que simplement le secret professionnel est nécessaire à l'instauration d'une relation de confiance qui est bénéfique dans le cadre de l'accompagnement des usagers, mais aussi dans une relation de soins entre personnel soignant et patient. On se pose forcément la question, où s'arrête le secret professionnel et est-ce qu'on a le droit de le partager? Naturellement, la loi vous donne la possibilité de partager une information confidentielle. Mais attention, tout cela est encadré. Alors, à quel moment? On peut partager un secret quand c'est nécessaire, quand c'est raisonnable et surtout quand c'est modéré. Alors, nécessaire, naturellement, pour la prise en charge de l'usager ou du personnel à soigner. Modéré, on n'est pas obligé de tout partager forcément. Maintenant, sachez seulement qu'au niveau des règles déontologiques et de la posture éthique qu'on peut avoir, c'est que tout ça tourne autour d'un ensemble de comportements, voire de procédures, qui, dans un contexte professionnel donné, à un moment donné, permet de faire consensus et permet de mettre en place tout un ensemble de règles qui pourront guider nos comportements en tant que professionnels. Pourquoi? Parce que nous vivons seulement dans un monde où on appelle beaucoup à la notion de responsabilité. Cet appel à la notion de responsabilité amène à ce que tout professionnel puisse être renvoyé plus que jamais à la nécessité de rendre des comptes de ses actions, mais aussi de répondre à tel ou tel acte tout simplement. Une citation, une phrase qui m'inspire, je pense tout de suite à Feu Kéba Mbaye, donc cet éminent juge sénégalais qui, dans un discours à Gaston Berger à Saint-Louis, disait que l'éthique, chacun de nous s'en empresse d'en parler pour éviter qu'on vous reproche de l'ignorer. J'ai trouvé que cette phrase-là a tout son sens et montrait comment nous sommes dans une société d'hypocrisie où chacun essaie de bien paraître vis-à-vis des autres et surtout aussi essaie de montrer aux autres qu'il maîtrise les codes sociaux et donc du coup forcément on est dans une relation de séduction en vue de chercher à plaire à tout le monde.